Merci si vous nous rejoignez. Jean-Marie Bamaré-Krong, secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France. Amadou Silla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'aide apportée aux déplacés de Boko Haram. Et les conditions de vie demeurent toujours aussi précaires pour les 2,6 millions de déplacés de l'insurrection de l'organisation terroriste, des réfugiés qui se trouvent entre autres dans le nord-est du Nigeria, dans le camp notamment de Maïdougouri. Mais sur place, ils tentent de trouver tant bien que mal des solutions pour subvenir aux besoins du quotidien. Marcel Farba Maroun. Dans ce camp de réfugiés situé à Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, un groupe de personnes déplacées par les nombreuses insurrections du groupe Boko Haram ont décidé d'exporter leur métier pratiqué autrefois dans leur village. Aujourd'hui, ces professionnels du bois ont créé leurs entreprises, un moyen pour eux de gagner leur vie et qui passe par la coupe de bois avant leur transformation et leur commercialisation. Au final, ce sont des mortiers, des pilons, des spatules, des meubles et des ardoises en bois qui sont commercialisés. De petites entreprises, certes, mais qui sont une source importante de subsistance pour des milliers de personnes déplacés du Nigeria. Je suis dans ce métier depuis plus de 15 ans. Nous continuons à en profiter comme nous le faisions au village. Ça nous a permis de régler beaucoup de problèmes grâce à Dieu. Même si nous sommes des déplacés, ce commerce a beaucoup à offrir. Nous ne souffrons pas dans le camp parce que nous pouvons travailler. Nous pouvons acheter des céréales, du savon et des vêtements pour nos enfants et nos familles. Nous remercions Dieu. Seul bémol, cette pratique cause la dévastation des forêts, ce qui, en parallèle, risque de créer des tensions avec les communautés locales et perturber l'écosystème. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les arbres stabilisent le climat, régulent les écoulements d'eau et fournissent un abri à de nombreuses espèces animales. Ce bois est également utilisé pour alimenter les feux allumés par les réfugiés, un éventuel obstacle qui ne laisse tout de même pas le choix à ces travailleurs du bois. Nous recueillons du bois de chauffage à proximité parce que nous n'avons pas d'autres moyens de survie. Quand nous allons plus loin, jusque dans la forêt, nous sommes parfois pourchassés par Boko Haram. C'est une situation très difficile car sans ce bois, il nous serait impossible de nourrir nos familles et de nous en sortir. Les mêmes menaces liées à l'environnement sont signalées dans d'autres parties du continent. La FAO envisage de contrôler le déboisement en Ouganda qui a reçu 600 000 réfugiés sud-soudanais, tandis qu'en Éthiopie, l'ONU aide à planter 1 million d'arbres pour lutter contre le déboisement près des camps. Alors, ce reportage pose clairement la question de la prise en charge des réfugiés, notamment les Nigérians qui ont fui l'insurrection de Boko Haram. Ils sont aujourd'hui plus de 200 000 à avoir trouvé refuge, notamment dans les pays limitrophes. Jean-Marie Bitomo, en somme, voilà, on a des réfugiés qui ne veulent plus simplement de l'aide humanitaire, mais qui veulent aussi une véritable insertion, des perspectives économiques aussi. Ce sont des stratégies. Vous savez, Zara, des situations comme celles-ci sont des situations qui sont assez délicates à gérer. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez à gérer, à mettre en place des stratégies de court terme. Comment faire pour que les gens vivent bien dans le camp? Et maintenant, vous avez aussi une vision à long terme à avoir. Cette vision-là, quel est l'environnement, quel est l'effet que les productions de ces gens-là produisent sur l'environnement. Mais malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas, c'est-à-dire quand on regarde sur le plan mondial, c'est l'ONU qui amène toujours à manger dans ces zones-là. Donc, que vous ayez des zones dans lesquelles vous n'avez pas une dépendance complète vis-à-vis de l'État, c'est quelque chose qui soulage nos États en tant que tels. Imaginez un peu que vous vous retrouvez avec 200 personnes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'occupation. C'est-à-dire, à la base, vous êtes en train de former éventuellement dans la jeunesse des gens qui peuvent se tourner vers Boko Haram en tant que tel. Parce que nous savons très bien que ça a toujours été la stratégie de recrutement de Boko Haram, c'est axé vers les jeunes qui sont désœuvrants en tant que tels. Donc, moi, sur le court terme, je n'ai pas à critiquer, si vous voulez, la pratique qui est mise en place. Mais par contre, sur le long terme, il y a des soucis environnementaux en tant que tels. Mais ces soucis-là, pour l'instant, on est dans l'immédiateté. Que faisons-nous dans l'immédiateté en tant que tel? Moi, je veux bien que la FAO
se plaignent, si vous voulez, de la destruction de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on choisit l'environnement, ou on choisit la vie des individus. On laisse crever ces gens-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que, bon, on va préserver l'environnement. L'environnement peut être... C'est-à-dire on peut replanter des arbres en tant que tel. On l'a vu un peu partout, tous les États africains le font. Le Maroc, c'est-à-dire s'est lancé dans cette campagne-là, dans sa partie désertique, en tant que tel. Tous les pays africains sont capables de le faire. Mais comme nous avons des urgences immédiates, il faut les résoudre en ayant une vue sur le long terme en tant que tel. Mais dans l'immédiateté, je ne sais pas comment est-ce que feraient éventuellement ces États-là en l'absence d'une activité comme celle-là, parce qu'elle contribue quand même à faire nourrir 200 000 personnes en tant que tel. Amadou, si là, il faut proposer aux réfugiés des solutions beaucoup plus pérennes. Oui, et puis moi je pense que ça c'est une question de dignité. Hein. C'est qu'on a vu dans le reportage des réfugiés qui quittent leur territoire, qui se retrouvent dans un autre territoire et puis qui exportent leur savoir-faire et qui le mettent en valeur. C'est quand même un exemple extrêmement fort. C'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure. Excusez-moi, quand on était tout à l'heure là où Zahra, c'est-à-dire était inquiète que les petites économies... Non, il ne s'agit pas d'inquiétude, il s'agit également de poser la problématique à la fois des deux côtés. Oui, d'accord. Moi je pense que ce qui est posé là, voilà, ça donne quand même de la matière à réfléchir. Que les réfugiés souvent ne sont pas vraiment des assistés permanents. Ce pas des gens qu'on doit laisser à la merci des organisations internationales, des Nations Unies qui viennent, qui ne respectent même pas leur dignité finalement. Alors ces gens-là, au moins, ils arrivent, ils trouvent les moyens de s'intégrer, ils trouvent les moyens de créer des activités économiques qui participent aussi à la vie de l'économie. Et puis la question que, par exemple, ces organisations internationales posent, notamment la question de l'environnement, mais non, c'est un faux débat. Parce qu'en même temps, ces personnes-là peuvent être mises à contribution pour participer à des reboisements. Aujourd'hui, on en parle. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il faut effectivement mettre en place peut-être des politiques pour davantage les aider à trouver une insertion professionnelle digne de ce nom-là, qui leur permet peut-être d'intégrer déjà le pays d'accueil et peut-être au retour de continuer effectivement à vivre en toute dignité. Alors, ce sont des politiques qui, en tout cas les différents gouvernements, notamment le gouvernement éthiopien, ougandais, tentent de mettre en place, c'est-à-dire cet accompagnement pour une insertion économique et sociale. Jean-Maurice Bamare-Krong, mais c'est quelque chose qui tarde en tout cas à être mis en place, surtout dans des foyers comme ceux-là. Non, c'est un problème carrément africain parce que je crois que le plus grand nombre de réfugiés, c'est en Afrique. Et on se rend compte, année après année, que tous ces réfugiés, soit ils restent là pendant 30, 40, 50 ans, il y en a certains, des Rwandais, autres qui sont restés peut-être plus de 40 ans. Au Tchad, on en a reçu pas mal des réfugiés également, mais ces réfugiés ont des compétences, ils ont des connaissances, ils ont des métiers. Au lieu de les encadrer, plutôt les cantonner dans des camps... Dans des espèces de camps où ils sont concentrés sans activité, parce que l'inactivité pousse vers les mauvaises actions. Voilà, il faut créer déjà, je pense déjà, créer des écoles dans ces centres-là, leur trouver des lopins de terre pour qu'ils puissent cultiver une commande de légumes, des choses simples qu'ils peuvent réaliser, les permettre également de pouvoir produire et vendre également à l'extérieur de ces camps-là, permettre d'avoir leur dignité, parce que là, couper ces arbres et les planter, il y a des arbres qui ont 30, 40, 50 ans. On n'arrivera jamais à reboiser ces forêts-là. Donc ça crée un vrai problème. Il y a beaucoup de pays qui ont interdit, par exemple, la coupe de bois, afin de sauvegarder, de préserver surtout l'environnement. Le Tchad a fait cette action-là dans ce sens où aujourd'hui, on ne peut pas couper un arbre. Quand on coupe un arbre, c'est un délit. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se retournent, par exemple, ils trouvent, par exemple, il y a des arbres qui s'appellent, c'est des rogniers, par exemple. Les fruits des rogniers sont consommables. Ils compactent les pailles et ça se transforme également en comestible. Mais à ce niveau-là, je crois que ce qu'il faut relever, c'est qu'en fait, la coupe de bois qui est souvent interdite, c'est que c'est des bois qui sont coupés, qui sont vendus aux Chinois. C'est-à-dire, c'est là. Parce qu'en fait, aujourd'hui en Afrique, il y a aussi ça. Mais aujourd'hui, c'est que le risque qu'il y a dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a un système qui a été mis en place avec des acheteurs chinois qui viennent, qui détruisent complètement la forêt. Et là, dans le cas où nous sommes, c'est-à-dire c'est des gens qui
qui utilisent ce bois-là pour vivre. Oui, voilà, mais justement, non, mais de toute façon, ici, là, c'est-à-dire nous sommes à des échelles différentes ici. Absolument. L'échelle d'une exploitation comme celle-ci n'a pas les mêmes conséquences environnementales que celles dont il vient de parler. Les conséquences sont complètement autres et c'est plus dramatique en tant que tel. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par relativiser les choses dès le départ. Parce que quand la FAO, c'est-à-dire la FAO ne se plaint pas, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les forêts du Cameroun, du Gabon, dans les forêts congolaises, ainsi de suite. On regarde tout simplement pourquoi, parce que c'est une exploitation, il a très bien fait de le souligner notre invité, c'est une exploitation qui bénéficie aux autres à l'extérieur, dont on en parle moins. Mais quand on va regarder les conséquences, si vous voulez, c'est même pas le double, c'est multiplié par 100, par 1000, des fois, dans certaines régions, dont il faut que nous soyons, comment dire, vigilants quand on nous fait des observations de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la notion des dimensions culturelles, quand nous parlions tout à l'heure là de notre zone de libre-échange africaine qui est en train de se créer parce que les Africains savent ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins en tant que tels, que les autres perçoivent de l'extérieur, mais dont ils ne connaissent pas. Donc cette distance psychologique-là, il faut qu'elle soit gommée, tout simplement. Quand les Africains parlent entre eux, ils parlent pratiquement la même langue, comme vous prenez les Occidentaux, vous prenez les Américains, ils parlent ensemble. Mais quand vous allez nous prendre des modèles extérieurs, que vous venez, comment dirais-je, implanté chez nous, il y a cette dimension-là. Parce que la personne qui arrive avec son modèle, ce modèle-là fonctionne dans son environnement. Est-ce que nous sommes dans le même environnement en Afrique? Pas du tout. Jean-Maurice Bamare-Krong. Non, moi je pense qu'il faut absolument mettre en place ces organisations internationales qui s'occupent des réfugiés, de mettre en place des activités pérennes au sein des camps, permettant à ce que toutes ces populations qui sont déracinées déjà par rapport à leur environnement, qui ont des difficultés à pouvoir se nourrir et qui attendent que de l'aide de l'extérieur en leur permettant de pouvoir s'autogérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer d'avancer également vers le modernisme parce qu'aujourd'hui, le problème, l'Afrique a également du gaz, l'Afrique a du pétrole, l'Afrique a tout ce qu'il fallait, mettre en place des possibilités d'avoir des foyers améliorés qui ne consommeraient pas beaucoup autant. Parce que quand on voit, par exemple, dans l'image qui vient de se passer, ils coupent ces bois-là uniquement pour la consommation domestique. Or, ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut les aider également à se moderniser, les permettant de pouvoir, soit avec des gaz, plutôt des cuisinières à pétrole, ça existe, des cuisinières, par exemple, à gaz, ça existe aussi, et trouver des possibilités pour qu'on puisse produire plutôt que de tendre la main. Donc l'Afrique, mais aussi les organisations qui continuent quand même d'opérer sur le terrain, doivent repenser en somme le soutien à apporter aux réfugiés. De penser comme il vient de le dire Jean-Maurice, il faut repenser ça si vous voulez. Sur le fond en tant que tel. Nous avons une problématique en Afrique. Cette problématique-là, c'est la problématique des réfugiés. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez des guerres qui sont importées de l'extérieur et qui viennent tomber sur les populations africaines. Il faut que nos dirigeants puissent réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'on gère le flot des réfugiés en tant que tel? Donc, mettre en place des politiques qui soient des politiques communes. Parce qu'on le voit, chacun va se recroqueviller dans son coin. Ce n'est pas possible, tout simplement. Pourquoi? Parce que les frontières sont complètement perméables en tant que telles. Et cette perméabilité-là, d'autres la voient comme étant quelque chose de négatif. De mon point de vue, ce n'est pas quelque chose de négatif, à condition de mettre en place des stratégies et des politiques qui vont avec. Merci à vous trois d'avoir participé ce soir à ce débat. Jean-Marie Bamare-Krong, secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France. Amadou Sylla, je rappelle que vous êtes coordinateur de la diaspora des Sénégalais en France. Et Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci Zahra et merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne soirée.